Bonjour chers amis, bonjour à tous, Martinique, Guadeloupe, Guyane et de l'outre-mer, de l'autre côté de l'océan. Bienvenue et merci de nous recevoir dans cette émission. Vous savez que la dernière fois que j'avais invité le pandit du lac, Philippe Dulac, j'ai reçu des appels, il y a eu des manifestations, des gens qui souhaitaient qu'il revienne. Et il est là aujourd'hui, il a accepté de revenir. Et pour partager avec nous, il a emmené avec lui dans ses bagages un médecin métropolitain qui vit chez nous depuis très très longtemps. Vous n'êtes pas métropolitaine? Vous croyez que vous êtes métropolitaine? Non? Et qui vit chez nous depuis très 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 longtemps. Et ça vous fait rire, je comprends que vous fassiez rire. Et qui est médecin généraliste, mais qui est très 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 intéressé par la médecine ayurvédique, c'est ça? Oui, tout à fait. Enfin, je suis médecin allopathe, oui, pédiatre et spécialiste en santé publique, entre autres. Voilà. Vous êtes pédiatre? Oui, oui, tout à fait. Ouais. Et je n'exerce pas en cabinet. Oui. Voilà. Et je suis spécialiste aussi en médecine tropicale et en léprologie et parasitologie. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous n'avez jamais fait, quoi? Tout le reste. Parce qu'en fait, vous êtes accumulé. Oui, disons qu'il y a un petit fil rouge quand même qui me conduit de façon à pouvoir envisager toute la médecine dans un espace plus grand. Ouais. Et ça m'a mené justement à l'Ayurveda et au yoga. Voilà. Donc, je suis étudiante, chercheuse, je ne sais pas, passionnée d'Ayurveda et des yogas. Et des yogas, puisqu'il y en a plusieurs. Voilà. Tout à fait. Et puis, pandit Philippe Dulac, qui était avec nous la dernière fois, qui a laissé des traces. Et donc, maintenant, il faut continuer à tracer. Oui, on va continuer. On n'ira pas jusqu'à une finalité aujourd'hui parce que l'Ayurveda est tellement immense. Oui, ça m'étonnerait qu'il y ait une finalité de notre vivant. Ouais. Donc, pour commencer cette émission, je dis d'abord bonjour à tout le monde, à tous ceux qui nous regardent et tous ceux qui m'ont témoigné de leur sympathie après la dernière émission. Ça fait toujours chaud au cœur. Et aujourd'hui, je voudrais donc reprendre un petit peu l'Ayurveda, pas toute la conférence qu'on a donnée l'autre jour, mais toute une partie, car il est très important de comprendre la vie, la manière dont la vie se manifeste pour comprendre l'Ayurveda. Car le mot Ayo veut dire vie et le mot Veda veut dire science ou connaissance. Donc on voit bien que c'est une science qui est là qui est greffée sur la vie elle-même. Donc on ne peut pas vraiment les départager. Or la vie, c'est quoi? La vie, c'est une impulsion. J'ai un maître, mon deuxième maître, qui nous a parlé de la vie en ces termes, c'est-à-dire c'est une femme qui nous expliquait que l'âme universelle, appelée Atma, de cette âme se détachaient des étincelles d'âme, et qui deviennent donc ces âmes individuelles appelées très souvent ego, petit ego. Mais le but de ce détachement, c'est d'aller jusqu'à exprimer quelque chose de matériel. Et inévitablement, inéluctablement, cette transformation doit se faire. Comment ça se fait? Eh bien, ce petit ego, cette petite étincelle d'âme qui va se détacher de l'âme universelle, va subir un certain nombre de transformations. Et ces transformations, le premier choc que reçoit cette petite âme avec le monde vibratoire, c'est un champ que l'on appelle les gunas. Les gunas, ce sont trois forces qui sont trois forces primordiales qui font que tout le reste de la vie se manifeste en matière. Donc, si l'âme veut vraiment se manifester sous forme matérielle, eh bien, elle est obligée de passer par ces gunas. Ensuite, ces gunas sont au nombre de 3 et vont encore se décliner sous trois autres parties. Et cette zone-là s'appelle dosha mental, c'est-à-dire c'est là que la conscience commence à se manifester. Cette conscience qui fait partie de nous, cette conscience commence à se manifester et on a 3 noms qui apparaissent pour les scientifiques, c'est Rishi, Devata et Chandas. C'est Rishi, c'est la partie qui voit, le Devata c'est le processus qui permet de voir et le Chandas c'est cette matière. Donc on sent que l'âme va vers quelque chose de concret. Ensuite, ça va se décliner encore en 3 parties. Ce sont les doshas physiques.
Et ces doshas physiques s'appellent Vata, Pitta et Kapha. Et c'est là que l'Ayurveda va prendre toute va avoir toute son expression. Et cela permet aux spécialistes qui sont des médecins, mais appelés Vedya, de prévenir une maladie ou on dira guérir, mais on va dire que l'Ayurveda, au départ, n'était pas pour la guérison, mais c'était pour la prévention. Mais maintenant que les gens, avec les coutumes de vie, etc., bon, on tombe malade et puis après on va voir le Vidya et puis il sait ce qu'il faut faire pour guérir. Donc, oui. Si je peux me permettre, alors, parce que là tu viens de nous faire une description de ce que nous pourrions appeler en Occident l'incarnation. C'est pas tout à fait l'incarnation, parce que l'incarnation, elle est différente du processus qui est pour l'âme de se manifester en corps matériel. Ce n'est pas tout à fait la réincarnation. En médecine indo-tibétaine, celle que je connais, il me semblait que l'âme choisissait une forme physique et allait s'incarner dans le ventre d'une mère. Est-ce que ça ne ressemble pas à ça? Ça ressemble à ça, mais il faut comprendre une chose, c'est que ce que je viens de décrire s'applique aussi bien à un animal qu'à une plante. Oui, parce que... mais je comprends, voilà. Mais on va y arriver, parce que tout à l'heure, on va rentrer dans le site, parce qu'il faudra qu'on parle de la réincarnation. On est obligé d'en parler. On ne peut pas parler d'Ayurveda si on ne parle pas de la réincarnation. On peut parler de la réincarnation. Hein? D'accord. Donc, ce que j'essaie de traduire pour nos téléspectateurs qui sont de l'autre côté, moi je te connais, je connais un petit peu, je sais ce que tu dis, je sais ce que madame va dire, un peu de choses. De l'autre côté, ils ont l'explication. Je voudrais qu'on ait quelque chose d'un peu plus concret. Parce que, mine de rien, ce que tu viens de dire est très difficile à capturer. Oui. Hein? D'accord? Oui. Donc c'est pour ça que je cherche une image. Voilà. Hein. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, madame. Si, tout à fait. Hein. Moi, je suis tout à fait d'accord. Hein. Il faut traduire ce concept en termes accessibles. Voilà, à la mentalité occidentale. Voilà. Et c'est là la difficulté, hein, je disais hier, de passer de l'esprit au matériel. Ouais. Et c'est pour ça que je me suis permis d'employer le mot d'incarnation. Voilà. C'est incarnation au sens large. Oui, au sens large, bien sûr. Parce que beaucoup de religions n'acceptent pas le terme incarnation. Pas beaucoup de religions, il y en a une en particulier. Il y en a une en particulier qui n'accepte pas. Et comme l'Ayurveda, c'est une médecine... Et ça date de quoi? D'un concile où on a décidé que ça existait pas. Mais l'Ayurveda, c'est la médecine de l'humanité. Donc c'est pour ça que ce terme incarnation, des fois, je peux l'occulter juste pour pouvoir continuer tranquillement. Mais là, il faut faire attention quand on dit la médecine de l'humanité. Il ne faut pas qu'on puisse penser non plus que ça peut être une médecine choisie, où le peuple choisi, ça lui a joué des tours. Donc c'est pour ça que les mots, je pense qu'il faut les manier avec délicatesse. Donc ce phénomène Vishiddevata Chandas, c'est le niveau physique de ce cheminement de l'âme, et qui va arriver à concevoir ce qu'on appelle les dhatus. Ce sont donc les tissus qui vont former le corps charnel, le corps physique que nous avons. Et l'Ayurveda, justement, c'est quelque chose qui accompagne cela. L'Ayurveda est là depuis la naissance, depuis la création des doshas. L'Ayurveda continue jusqu'à la projection totale des 7 dhatus. Je me permets d'interrompre encore. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il est en train de décrire une grossesse dans le ventre de la femme, de la mère. C'est ça qu'il est en train de décrire. Tout à fait. Une conception. Une conception entre deux personnes. Puis un principe immanent. Voilà. Ouais. Puis ensuite, une conception d'un être physiquement visible. Alors, ces dhatus, je vais quand même les décrire parce que la dernière fois, nous n'avons pas eu le temps de le faire. Donc, le premier dhatu s'appelle rasa. C'est le premier tissu. Dhatu, c'est un mot sanskrit qui veut dire tissu. Donc, les différentes couches de corps humain. Donc, le deuxième, c'est rakta. Donc, le premier rasa, c'est le plasma. Rakta, ce sont les cellules sanguines. Mamsa, ce sont les muscles. Meda, c'est la graisse. Asti, ce sont les os. Majja, c'est la moelle osseuse. Et Shukra, qui est très spécifique, très spécial. Et ça rejoint un petit peu ce que vous venez de dire sur la conception d'un enfant. Parce que Shukra,
Ce sont les tissus reproducteurs. C'est sperme et ovule, éléments eau et feu. Et qui contiennent en eux les 7 dhatus. C'est les tissus les plus complets du corps. C'est le chakra. La possibilité de reproduire la vie. Enfin, du moins l'expression de la vie. Car la vie, c'est quelque chose de plus subtil qui ne meurt jamais. Sri Aurobindo, qui est un sage de l'Inde, dit que la vie est incréée et ce qui est incréé ne peut mourir. Donc cette vie, elle est là, elle roule, elle roule, elle roule, et puis quand elle trouve un moyen d'expression, eh bien, elle va s'exprimer. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'était ça l'incarnation. La vie est là et à un moment, il y aura une âme, comme étant entre guillemets, qui va venir s'incarner. Sur le chemin. Ouais. C'est un peu ça, madame. Oui, c'est-à-dire que l'esprit lui-même, il est perpétuel. Il est perpétuel. Voilà, il ne meurt jamais. C'est la traduction physique qui est périssable. Ouais. Alors, on va pour rentrer. Si on peut dire. Oui, alors, une fois, où je t'écoutais, on parlait, on disait que la religion ne peut pas rentrer en ligne de compte de cela, mais on est obligé de parler de religion. Pas obligatoirement, parce que la science védique, c'est parce qu'elle est lointaine qu'on dit qu'on peut... Et puis, elle a été appliquée par des prêtres, des pandits ou des brahmanes. Donc, on lui donne cette connotation religieuse, mais l'Ayurveda n'a rien de religieux. L'Ayurveda, c'est une science comme n'importe quelle autre science. D'accord. Mais étant donné que ça a été pratiqué par des prêtres, volontiers, on lui donne cette connotation de religieux. Parce que c'est eux qui ont la connaissance. Comme avant, ils ont cette connaissance. Comme avant, c'était les prêtres qui étaient des sages, les scientifiques, enfin, entre guillemets, qui faisaient de la recherche, et c'était les seuls à détenir la vérité. On peut dire qu'ils étaient des religieux dans la mesure où ils recevaient ces informations par ce qu'on appelle la shruti. La shruti, c'est recevoir une information de l'univers par l'oreille. Ils entendent les sons, ils les décodent, et c'est à partir de cela qu'ils écrivent les formules. Donc, religion prend aussi sa forme ici, puisqu'ils sont reliés à quelque chose, mais ce n'est pas en termes d'adoration. Le mot religieux, ce n'est pas de l'adoration. D'ailleurs, la signification réelle de religieux, c'est suivre. Hein. Oui, voilà. Donc ces rishis, ce sont ce que je viens de décrire là, c'est ce que les rishis ont observé, ont entendu de l'univers et qu'ils ont consigné tout cela dans des livres dont j'ai déjà parlé. C'est des livres comme le Rig Veda, le Samaveda, etc. Tout cela se trouve consigné dans ces ouvrages. Donc, ayant décrit donc les 7 dhatus, ce dhatu-là, il est très important. Je voudrais lire en entier ce qu'on dit de lui. On dit qu'il contient les 7 dhatus. Les 7 dhatus, ils sont le niveau le plus raffiné des tissus du système physiologique et contiennent en eux toute l'information nécessaire au maintien de la vie. Shukra se transforme en shukra grossier et subtil. Il y a 2 niveaux. Et le shukra subtil se transforme en sperme grossier et sperme subtil. Sperme subtil qui se transforme en ojas. Alors l'ojas, c'est quoi? C'est quelque chose de très important en Ayurveda. Quand vous mangez, il y a 2 choses qui se passent. La nourriture que vous avez dans l'estomac va se traduire par 2 concepts. Le concept de toxine, appelé ama en Ayurveda, et un concept ojas. Ojas, c'est ce qui va nourrir le corps, qui est bon pour le corps. Amas, c'est tout ce que nous avons mangé de toxines dans cette alimentation et qui va se déposer en quelque part. Et ce quelque part, c'est souvent des articulations ou alors certaines parties de la physiologie qui servent d'accumulation. Vous balayez votre maison, si vous envoyez la poussière sur les murs que vous ne ramassez pas, vous allez faire un amas de poussière un jour qui va vous gêner. C'est exactement cela avec la nourriture. Donc, les 2 principes de l'Ayurveda, c'est amas et ojas. Ojas, c'est tout ce qui est bon, qui va nourrir, la mère nourricière du corps, et amas, c'est ce qui va tenter de détruire. Donc, ces 2 principes-là sont à retenir si on veut comprendre un petit peu le fonctionnement de l'Ayurveda. Donc, le médecin, le Védia, qui vous consulte, qui fait un diagnostic, il a 2 choses à observer dans le corps. La quantité d'ojas par rapport à la quantité d'amas.
Donc si vous avez trop d'amas, effectivement, vous avez un corps qui est acide, vous allez souffrir de plein de choses. Alors il va vous donner un régime pour rétablir cet équilibre qu'il doit avoir entre ces deux portions. Donc Ojas et Amas. La dernière fois, on n'a pas eu le temps de parler de cela. Je voulais vous demander, madame, docteur Blanchet, quand tout à l'heure Philippe a parlé de mémoire à propos d'un tissu, hein, c'est ça qui a parlé de mémoire. Hein. Est-ce que ça ne vous a pas fait penser à l'ADN? Tout à fait. Alors c'est cela. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ce liquide comprend en réduction tout ce qui va constituer la personne suivante. Donc toute l'histoire, hein, on parlait d'hier de karma, toute l'histoire des parents, toute l'histoire de la famille, toute l'histoire du collectif, hein, puisqu'on sait très bien que c'est dans les molécules d'ADN qu'est inscrite l'histoire, et on sait aussi que l'ADN est modifiable, hein, contrairement à ce qu'on pensait, il peut muter et avoir des modifications. Donc on voit bien qu'il y a une similitude. On peut modifier son expression, mais pas l'ADN lui-même. Hein. On peut modifier son expression. Oui, et les nouvelles découvertes, notamment en méditation de pleine conscience, prouvent aussi qu'on peut modifier dans une certaine mesure l'ADN en modifiant une certaine partie, mais enfin là on rentrerait dans des choses vraiment très, très complexes, mais il y a cette possibilité, notamment sur les télomères, enfin il y a des endroits particuliers qui peuvent être modifiés par un certain nombre de pratiques dites spirituelles. Ah d'accord. Voilà. Dans ce sens. Hein. Oui d'accord, je comprends. Parce que quand il y a des réductions des télomères, une façon de les rallonger, c'est ça? Voilà, mais il y a aussi un endroit particulier où il peut y avoir des modifications qui sont induites par des pratiques spirituelles. Ah ben, voilà. Vous savez, on apprend. C'est-à-dire que pour l'instant, en Occident maintenant, avec toutes les recherches qui sont menées, notamment pour mettre en évidence les effets de la méditation de pleine conscience, dont on parle beaucoup, hein, il y a toute une série d'expériences qui sont menées et toute une série de choses qui vont étudier les effets au niveau cérébral, ADN, etc. Et c'est là qu'on découvre justement que tout ce qui se disait en médecine ayurvédique a une réalité scientifique réelle. Alors, quelle est votre rencontre avec l'Ayurveda en tant que médecin occidental? Qu'est-ce qu'elle vous apporte au niveau de l'approche? Bien que vous ne fassiez pas de cabinet, mais qu'est-ce qu'elle vous apporte au niveau de l'approche d'un patient? Alors, ça m'apporte beaucoup. Hein. J'ai découvert là un monde vraiment extraordinaire. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on ne peut pas arriver au bout tellement à chaque fois qu'on apprend quelque chose, on découvre autre chose, etc. Il faut plusieurs vies pour aller jusqu'au bout de l'Ayurveda, je pense. Ce qui m'a apporté l'Ayurveda, c'est la vision globale de l'individu dans son espace. C'est-à-dire, vous êtes en train de dire que la médecine occidentale n'a pas une vision globale de l'individu, c'est ça? Disons que... Mais dites-le, voilà, tout à fait. Si l'on voit les études de médecine telles qu'elles ont été programmées, que j'ai suivies d'ailleurs, nous avons des organes, nous avons des maladies, nous avons des thérapeutiques, etc. Et ceci est bien distinct. Voilà. Même si à l'heure actuelle, on se rend compte qu'il y a une petite avancée timide vers une autre vision de l'individu, mais qui n'est pas encore au niveau de l'Ayurveda. En Ayurveda, là, j'ai trouvé la vision, disons, holistique, hein, c'est le terme qui est actuellement employé, et d'une interdépendance totale de l'individu avec son environnement. Environnement immédiat, mais environnement cosmique, etc. Ce qui est aussi, à l'heure actuelle, très étudié par les physiciens. Hein, quand on parle des trous noirs, des quantades, etc., on se rend compte effectivement que cette interdépendance est fondamentale. Et c'est ce que ça m'a apporté. Et en voyant bien que chaque élément est lié à l'autre. Il n'y a pas l'esprit et le corps, il y a un ensemble corps-esprit. Et l'un agit sur l'autre. On parlait en médecine occidentale de maladies psychosomatiques, mais il y a aussi des maladies somato-psychiques. Hein, voilà, puisqu'il y a une interdépendance de tout ça. Et notamment, en médecine ayurvédique, on voit très bien, comme l'a indiqué Pandit Philippe Dulac, qu'il y a une influence prépondérante de l'esprit, de l'âme, de l'intellect sur tout ce qui est physique. Et à partir de là, on peut comprendre des approches différentes du point de vue thérapeutique, qui ne seront plus pas seulement des approches matérielles, de médicaments, etc., mais autre chose qui va viser à harmoniser, en fait c'est ça la médecine ayurvédique, c'est harmoniser l'ensemble des éléments qui constituent la personne dans son environnement physique et mental. Alors comment ça se passe, la formation de ces médecins ayurvédiques?
Alors, à l'université maintenant, en Inde, la formation est donnée. Ça dure combien de temps? Je ne sais pas exactement, mais je pense que c'est sur 2 ou 3 années. 3 ans maintenant. Ouais, parce que il y a un accord. À temps plein. Oui. Initialement, c'était 10 ans. Oui. Initialement, c'est 10 ans avec un médecin. Avec un médecin Vidya. Avec lequel on vit, on dort, de façon à vraiment avoir une transmission de personne à personne. Parce qu'ils ont des expériences et ils doivent transmettre ces expériences. Voilà. Mais ceci, à l'heure actuelle, est un petit peu... Alors, je dois dire qu'il y a un accord de bourse entre l'État indien et l'État français pour ceux qui désirent aller faire un cursus de cette médecine-là en Inde. Ils peuvent le faire en étant aidés. Très bien. Alors, quels sont les médecins français que tu connais qui ont fait ça? Alors, le premier médecin en Martinique, il s'appelle Antoine. Et il a été formé aux États-Unis, mais il n'a pas fait 3 ans. Il a été formé juste pour faire des diagnostics, je pense, assez... pour aider les gens. Mais je ne sais pas s'il pratique encore, parce que je ne l'ai pas vu depuis très longtemps. Et je sais aussi qu'en Guadeloupe, il y en a au moins 2 qui ont été formés un petit peu plus profondément et qui tiennent un cabinet, mais ne pratiquant pas uniquement l'Ayurveda. Je pense qu'ils font autre chose et ils utilisent aussi l'Ayurveda dans certains cas. Quand tu dis qu'ils font autre chose, ce sont des médecins généralistes alors? Non, je ne sais pas ce qu'ils ont comme titre pratiquement, mais il y en a un peut-être qu'il n'est pas. Je ne sais plus ce qu'il est, mais je sais que dans son cabinet, il utilise l'Ayurveda. Je te demande ça parce que tu sais que cette émission elle est vue en Guadeloupe, à Member, en Guyane, donc c'est une grande écoute, sans compter les gens qui arrivent à capter plus loin, dans toute la Caraïbe. Je pense qu'il y en a un qui s'appelle Thomas, mais j'oublie son autre nom. Et ici c'est Antoine. Non, le prénom suffit. Oui, ici c'est Antoine. Mais je ne connais pas. Enfin, en Guadeloupe, je sais que c'est beaucoup plus utilisé qu'ici. Il faut dire que ce qu'on disait tout à l'heure, que la colonie indienne en Guadeloupe est beaucoup plus importante que celle qui existait, parce que ça représente à peu près 25% de la population indienne. Alors, vous m'avez dit que ça vous a apporté quelque chose, mais quel est en dehors de cette découverte, quel est l'intérêt pour un médecin occidental de pratiquer l'Ayurveda? Est-ce que ça va lui permettre de finaliser un peu plus facilement ses diagnostics? Est-ce que ça va l'aider à apporter une thérapie nouvelle? Oui, enfin un peu tout ça. Un peu tout ça. J'ai résumé là, alors je oui, tout à fait. Oui, ça va d'abord lui permettre d'envisager un diagnostic plus profond qui va tenir compte aussi des dispositions mentales et intellectuelles de la personne. Donc de tout ce profil mental qui est extrêmement important et pas uniquement l'aspect physique. Donc à partir de ce moment-là, déjà d'avoir une idée aussi de la propension de ces personnes à avoir telle ou telle pathologie, puisqu'on sait très bien qu'un certain nombre de pathologies sont aussi fonction du type de la constitution mentale et de la constitution physique de la personne. La deuxième chose que ça va apporter, c'est que ça va permettre d'utiliser des thérapeutiques qui sont dites naturelles, donc qui sont sans danger, sans effet secondaire et qui sont peu chères, puisque la première thérapie naturelle, c'est la bonne alimentation et c'est le style de vie correct, adapté à chaque constitution. Philippe Dulac a parlé tout à l'heure des doshas physiques, ce sont les constitutions individuelles. À chaque constitution individuelle est attachée une thérapeutique particulière qui utilise des aliments, des plantes et d'autres méthodes telles que les massages, les lavements, la sudation, etc. Toute une série de pratiques. Donc l'intérêt, c'est de ne pas utiliser des substances de synthèse avec des effets secondaires. Et ça, c'est extrêmement important. Ça, je crois que c'est la première chose. Et qui fait que ces thérapeutiques sont à la portée financière de tout un chacun, pour peu qu'on veuille bien se pencher sur l'intérêt de définir sa propre constitution dans les règles de l'art. Moi, à mon sens, ce sont ces deux éléments-là extrêmement importants. Le diagnostic affiné, prenant en compte la totalité de la personne dans son environnement, et la deuxième chose, des thérapeutiques très simples, naturelles,
qui permettent d'harmoniser la constitution de l'individu. Avant que je vous repose une question, je voudrais en poser une à Philippe. Est-ce que tu veux nous rappeler les doshas et les affections? Tu sais, juste un résumé, nous dire. Vous rappeler les 3 doshas? Oui, les 3 doshas. Donc ce sont des manifestations jusqu'à la réalisation même de la partie charnelle du corps. Donc comme on disait tout à l'heure, l'ADN justement se trouve dans ce schéma que je ne peux pas projeter. Et l'ADN est composé de quoi? De ces 5 éléments. Pour l'Ayurveda, on ramène tous aux éléments primordiaux. Tout ce qui se passe en nous, on peut retrouver tous ces éléments dans chaque partie du corps. Donc l'Ayurveda reste sur ça. Et dosha, le mot dosha, cela veut dire déséquilibre. Mais ce que tu viens de dire, pardonne-moi, oui. C'est une chose qu'on connaît quand même en médecine occidentale avec les cellules souches. Je ne parle pas de la propagande, je parle des cellules souches, et à partir desquelles on peut reconstituer un tissu. Oui. Hein? Oui. D'accord. Mais ce que tu viens de dire là, oui, mais oui. Je ne sais pas que vous en pensez mal. Tout à fait. Il y a cette vision-là. À partir d'une cellule souche, on peut reproduire n'importe quel tissu et de n'importe quelle personne. Bon. Simplement, à partir d'une cellule souche, on ne peut pas reconstituer tout ce qui concerne l'esprit, l'intellect et l'ego de la personne. Tout cet aspect qui est un aspect plus évanescent, enfin moins matériel. D'accord. Et c'est pour ça que dans toute la médication, on va dire ça comme ça, qu'utilise l'Ayurveda, il y a 2 formes. Il y a les rasayanas, ou alors les rasayanas, rasa ça veut dire goût, mais ça veut dire aussi liquide. Et ayanas, ça veut dire quelque chose qui bouge et qui va couler aussi. Donc on voit bien qu'il y a des choses que l'on va faire descendre à l'intérieur et il y a des choses que l'on va faire glisser aussi sur le corps qui sont les massages. Et dans tout ça, c'est regroupé sous le nom de Panchakarma, dont la racine c'est panch qui veut dire 5 et karma c'est action. Donc toutes ces actions que l'on va faire sur le corps humain pour remettre l'équilibre dans les différents points de la physiologie. Mais pour aller guérir totalement l'individu, on doit remonter sur les parties non visibles. Donc au niveau de la conscience, au niveau du mental, ce sont des choses que l'on ne voit pas. Mais les désagréments arrivent à partir de là. Donc si vous réglez le corps avec des panchakarma, mais vous ne remettez pas la conscience en harmonie, la maladie peut recommencer. Alors comment on peut remettre la conscience en harmonie? Alors, il y a ce qu'on appelle les yagyas. Les yagyas, c'est un rituel que pratiquent les prêtres. Tu vois, on revient à la religion. On revient à la religion, mais tu vas comprendre pourquoi. Non, mais je te taquine. Oui, le yagya n'est pas religieux, parce que ça, c'est... Les sages, avant nous, avant tous les appareils que nous avons pour détecter les électrons, les protons, etc., ils ont déjà détecté tout ça dans leur expérience de cognition avec la nature, c'est-à-dire une expérience directe avec les choses. Et ils ont les sons qu'ils peuvent reproduire à volonté pour recréer quelque chose. Parce que dans l'univers, chaque objet, chaque chose, nous-mêmes, nous sommes le résultat d'une certaine vibration du son qu'ils appellent le son primordial. Le premier son qui a créé l'univers, on peut l'appeler Bing Bang si on veut. Mais c'est ce premier son-là qui a généré tout ce que nous connaissons actuellement. Et ces rishis, ils le savent. Ils ont consigné tout ça dans des livres et depuis tout petit, on leur apprend à les chanter, à les psalmodier parce que ce sont des psaumes plus ou moins... c'est très monotone, hein? Et ils ont cette capacité à reproduire fidèlement surtout. Il ne s'agit pas de répéter. Si je vous donne les hymnes, vous allez les répéter, vous n'allez rien créer. Ou alors vouloir créer une souris, vous allez créer un éléphant, ou vouloir créer un éléphant, vous allez créer une souris. Mais eux, ils sont adroits, ils sont très adroits, ils savent comment utiliser ces hymnes pour recréer quelque chose, parce qu'ils savent que le cœur, le foie, la rate, ce sont les vibrations du premier son primordial. Et c'est ça le yagya. Ce n'est pas religieux,
On n'est pas obligé d'avoir, on n'est pas obligé de prier Dieu pour savoir utiliser les hymnes du yagya. Le yagya est considéré dans l'Ayurveda comme le scalpel ou le bistouri. C'est l'élément, c'est l'outil de chirurgie. Un outil tranchant alors. C'est tranchant. C'est ce qui va défaire ce qui n'est pas bon. Au fait, la science du yagya, c'est une science dite de transformation. Transformer un état de maladie en un état de santé, mais transformer aussi un état de pauvreté en un état de richesse. Donc le yagya sert à tout. À guérir les maladies, enlever les gens de la pauvreté ou autre chose. Un problème de profession, un problème de couple, le yagya est là pour ça. Le yagya remet tout en ordre. Donc c'est vraiment, il y a tout un panel dedans que les sages savent utiliser pour recréer la vie, pour remettre les impulsions de la vie en ordre. Docteur Branché, le docteur occidental que vous êtes, qu'est-ce que vous pensez de ces yagyas? Oui, je ne suis plus tout à fait docteur occidental puisque je suis déjà contaminée par la médecine ayurvédique. Et si on veut faire un parallèle, c'est important de voir que nous sommes faits de vibrations. Ça, la science occidentale l'a bien reconnu. Donc on comprend tout à fait l'effet des yagyas sur les individus. Ça agit au niveau microscopique. Non, mais ce qui est important, on n'a pas dit probablement, c'est que ça peut se faire à distance. Voilà. Tout à fait. Parce qu'on peut penser qu'on peut avoir un prêtre qui connaît le yagya, qui est en train de nous faire un soin, parce qu'il est devant nous. Mais d'après ce que je sais, ils sont capables de faire ça à distance. Comment vous expliquez ça? Bon, c'est une question d'onde. C'est une question de correspondance d'ondes entre deux personnes. Voilà. Ça aussi, c'est en train d'être explicité par la physique actuelle, qui montre qu'il y a effectivement des connexions qui peuvent se faire à distance. Mais toute la technicité relève de la capacité de ces personnes justement à être sur la bonne longueur d'onde. Donc ça nécessite des capacités mentales, une utilisation de son cerveau et de ses capacités extrêmement importantes, qui ont été travaillées pour ce faire. C'est pas du jour au lendemain que ici on va arriver à transférer des choses à distance. Ça c'est une affaire d'exercice aussi du cerveau. Parce que nous savons très bien en médecine occidentale que nous n'utilisons que 10% des capacités de notre cerveau. Voilà. Et quand on a dit ça, on comprend tout à fait les limites que nous avons, parce que nous n'explorons pas ces continents, voilà, j'allais dire. Voilà. Mais quand on regarde la physiologie de l'individu, on le sait très bien, nous sommes faits d'eau et d'énergie. Nous avons une vision des choses comme si les choses étaient dures, mais si nous voyons à travers le microscope électronique de nos études, nous voyons très bien qu'il n'y a pas de consistance réelle. C'est de l'eau et de l'énergie. Et à partir du moment où on a compris cela et qu'on l'applique dans tout cela, on comprend effectivement que ces choses-là puissent être possibles. Mais ça n'est pas donné au premier venu. Et je voulais simplement dire aussi un parallèle. Philippe Dulac a parlé de la vibration, de son primordial, mais dans la religion catholique, on a bien dit le verbe s'est fait chair. Tout à fait. Oui. Voilà. C'est ça, ça veut tout dire. Ça dans beaucoup de religions. Tout à fait. La base est la même, est exprimée différemment et développée ensuite différemment. Mais à la différence que les autres religions ne l'ont pas utilisé comme l'Ayurveda l'a utilisé. C'est-à-dire, on sait que le verbe s'est fait chair, mais c'est tout. Ouais. Et il n'y a aucune pratique médicale basée sur ça dans ces religions. Mais dans le langage commun, quand on dit chez nous, par exemple, on dit parole cabrite, c'est-à-dire qu'il faut faire attention à ce que l'on dit, parce que le mot peut prendre forme. Peut prendre forme. Et c'est exactement ce que fait le yagya. Le son prend forme. C'est fait pour ça. Et comme je disais, les spécialistes sont formés dès le jeune âge, dans les familles. Par contre, le yagya, à un certain moment, avait perdu un petit peu de sa force parce qu'on l'avait dissocié du yoga. Or, pour générer des sons primordiaux qui vont transformer quelque chose, il faut être dans l'union. Et le mot yoga ici veut dire union avec le Créateur. Or, au fil du temps, à force de transmettre de papa à fils, etc., il est arrivé un moment
pour la partie union, c'est détaché petit à petit du mot yagya. Et il n'est pas rare de trouver des spécialistes qui pratiquent le yagya, mais qui n'arrivent pas à des résultats comme ils peuvent le penser. Et cela a été posé à un grand sage, et qui leur a dit, mais vous avez perdu l'autre moitié du yagya, c'est-à-dire le yoga. Il faut être dans l'état du yoga pour pratiquer le yagya. Alors, est-ce que tu peux expliquer à nos spectateurs ce que c'est être... Le mot yoga est très galvaudé. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est être en état de yoga? Le yoga, quand on parle de yoga, dans son sens vraiment primordial, c'est l'union avec le Créateur. C'est-à-dire, je ne vais pas montrer sur le schéma, c'est remonter au niveau de cette connexion avec l'âme universelle. Si on arrive à cette connexion, alors comme c'est là que tout se crée, pourquoi ne peut-on pas créer aussi? Donc si on est en yoga, en union avec le Créateur, on peut aussi créer. Et c'est comme ça que le yoga agit. Donc les gens qui font du yoga, c'est une tentative de se... Oui, parce que comme disait Arlette, elle a parlé des yogas tout à l'heure, j'ai bien compris ce qu'elle voulait dire. Il y a des yogas. Des yogas. Il y a plus qu'elle a dit ça aussi. Des yogas, oui. Alors c'est vrai qu'il y a des yogas de manière très spécifique, parce qu'on parle généralement du hatha yoga, les mouvements que l'on connaît d'assouplissement, de etc. Mais pratiquement il y a d'autres types de yoga. Il y a le yoga, il y a le nada yoga, le yoga du son, entre autres. Il y a aussi le yoga de la dévotion, des prières. Il y a différents types d'expressions des yogas qui correspondent à chaque personne. Chacun va trouver quelque chose dans chaque type de yoga pour exprimer justement son lien, comme on dit, avec le Créateur et ce qui nous entoure. Mais pour revenir au yoga que nous connaissons, le hatha yoga qui est pratiqué, c'est vrai que c'est pratiqué en totale indépendance de cet aspect spirituel. Voilà, je ne vais pas utiliser le mot religion, mais plutôt spirituel. C'est utilisé à l'heure actuelle comme un moyen d'assouplissement des articulations, d'être bien, etc. Alors que comment dirais-je, le principe initial, c'était d'être en accord avec sa nature profonde. Et sa nature profonde, elle vient d'ailleurs. Voilà. On dit généralement que toute la vie est yoga. Si on vit normalement en interdépendance avec tout ce qui nous entoure, les personnes et les choses, et si nous vivons en harmonie corps, esprit, etc., nous vivons en état de yoga. Parce que le yoga en lui-même, c'est une harmonie, c'est une méditation perpétuelle. Mais encore faut-il pouvoir comprendre comment ça peut se faire. Et ça peut se faire en rentrant en soi-même, donc en prenant conscience de son corps, de ses sensations, de ses émotions, et en faisant passer tout ça dans des mouvements un peu spécifiques qu'on appelle les asanas, les postures de yoga. Mais ça n'est pas pratiqué, généralement ça n'est pas pratiqué dans ce sens, c'est plutôt utilisé comme quelque chose qui assouplit, qui détend, etc. Donc c'est quand même aussi, il y a des gens, on reçoit plein de publicités pour le yoga, un peu en Martinique, il y a des cours de yoga, ça ne pose pas de problème, il n'y a pas de danger particulier. Ah non, pas du tout. Le seul danger, c'est lorsque vous avez un enseignant de yoga qui n'est pas formé. Déjà. Quand ça existe, ça? Oui. Ou qui n'est pas formé. Oui, parce que ce n'est pas un domaine qui est, pour lequel l'État a légiféré. Donc il y a différents types d'écoles, etc. Je sais qu'il y a des personnes qui se présentent comme profs de yoga, mais qui ont appris ça sur cassette, vidéo, etc. Bon, bref. Donc il faut être très prudent parce que ça dépend de la manière dont la personne a été formée. Et ça dépend aussi de la manière dont la personne conçoit le yoga dans l'interdépendance du corps et de l'esprit. Voilà. Donc il faut éviter les extrêmes, il faut éviter que ce soit un sport où on veuille faire les postures de manière extraordinaire, c'est pas ça l'objectif. Il faut éviter aussi l'autre aspect qui fait partir en courant les gens parce qu'ils se disent oulala, là là, dans certains endroits c'est une secte. Voilà. Alors c'est pas du tout ça. Voilà. Il y a un juste milieu. Où on peut pratiquer le yoga sans être inféré dans une religion, parce que c'est pas ça, non, c'est pas du tout, mais dans lequel on trouve un bien-être corporel, physique, mental et spirituel. Et avec ça, on a fait l'union. L'union. Effectivement, l'important dans le yoga, c'est de discipliner les sens. Nos 5 sens sont à discipliner, parce que entre les sens et la pure conscience, c'est-à-dire la chose qui nous a créés, il y a ce que les sages m'ont appris, il y a l'esprit. L'esprit va partir des expériences des sens
pour aller conduire des informations au niveau le plus subtil de notre constitution. Et cela est très dérangeant quand les sens sont désorganisés. Si quelqu'un regarde des films où il y a du sang qui coule tout le temps, où il y a des massacres, il y a toutes sortes de choses, il va sans dire que cette personne va devenir ce qu'elle est en train de voir. Parce que l'esprit va amener ces informations, va changer sa physiologie, et c'est quelqu'un qui va devenir agressif ou n'importe quoi. C'est selon ce... Donc le travail du yoga, c'est surtout, dans le premier lieu, si ça ne discipline pas les 5 sens, c'est que ce n'est pas du yoga. Au départ, la première chose que ça doit faire, c'est discipliner les sens, nos 5 sens, pour pouvoir permettre à l'esprit de mener de bonnes expériences au niveau le plus subtil du corps, et que le corps lui-même réagisse, toute la physiologie réagit à ces bonnes nouvelles. Et quelqu'un qui est donnant, qui est très avenant, qui est souriant, qui est bien dans la vie, qui respecte son environnement, qui a un bon comportement, on peut dire que c'est quelqu'un qui déjà a nourri ses sens de bonnes choses. Donc le terme yoga, c'est cette union que l'on doit faire avec ce qu'il y a de plus précieux à l'intérieur de nous, c'est cette pure conscience qui nous a créés. Et c'est elle qui nous nourrit. Toujours par l'esprit, elle nous nourrit. Mais si l'esprit, la nature, les maîtres m'ont appris que la nature de l'esprit, c'est d'être vagabond. Et pourquoi? Parce qu'il va chercher dans chaque sens quelque chose qui lui plaît. Donc, je vois ça, j'entends ça, je goûte ça, je touche ça, il est comme ça. Mais si vous lui donnez de mauvaises expériences, c'est comme si vous éleviez votre enfant dans le crime ou dans toutes sortes de choses négatives pour la vie. Le temps va passer très vite avec vous, mais avant que nous nous quittions, on y aurait un petit peu de temps. Mais je voudrais que je suis micronutritionniste. Oui. Et il y a une chose dont j'ai besoin de parler avec vous, c'est l'alimentation. Oh, souvent sur les tables, je sais de quoi je parle, hein, c'est juste pour que vous puissiez répondre. Sur les tables indiennes, il n'y a jamais un seul plat. Il y a plusieurs mets qui sont préparés. Dans une famille de 5 personnes, les 5 personnes n'ont jamais mangé de la même façon. Expliquez-nous. Pourquoi? Alors, en Inde en général, je le disais hier soir dans notre conférence, chaque personne a sa prakriti. La prakriti, c'est la constitution de base de quelqu'un. En fonction de cela, chacun doit manger ce qui convient à sa prakriti. En Occident, nous ne connaissons pas, nous ne savons pas comment nous sommes, de quoi nous sommes formés. En Inde, un Vedya est comme un médecin de famille. Un Jyotishi, celui qui fait l'astrologie indienne, est aussi comme quelqu'un de familier. On a son Jyotishi, on a son Vedya, on a son Stapati pour vérifier les éléments de la maison si tout est bien rangé. Donc il n'est pas rare de voir sur les tables indiennes plusieurs préparations et que chacun prendra, mais parce que chacun connaît sa prakriti. C'est uniquement avec cette information-là que l'on peut choisir la bonne alimentation. Et si on ne connaît pas, on peut manger n'importe quoi. On peut manger des choses qui sont contraires à sa prakriti. Alors, mais pour la prakriti, il faut quand même avoir reçu des conseils. C'est pas aussi inné que ça. Tout le monde ne peut pas savoir. Mais c'est les Védias qui donnent. C'est-à-dire que le Védia prend le pouls et dira à chaque personne sa constitution. Et c'est gardé en mémoire, ça ne change pas. Vous naissez avec une prakriti, vous allez mourir avec. Ah, c'est intéressant, ça va. Oui. Par contre, vous allez le déranger dans votre comportement ou vos modes de vie. Vous allez le déranger tout le temps. Mais la base même, le fondamental même, va rester. Comment vous expliquez, cher docteur, qu'avec le pouls, on puisse faire de la médecine prédictive? Alors, il faut savoir que la prise, il y a deux aspects. Ouais, on a bien dit qu'il y avait quand même des pouvoirs, enfin un certain nombre de choses qui ont été développées par un certain nombre de Védias qui peuvent permettre de développer l'intuition. Hein, parce que l'intuition, ça se travaille, ça se développe, hein, et ça s'applique. Hein, donc de pouvoir sentir des choses déjà.
il y a une première chose aussi, il faut dire que dans les diagnostics, on peut voir sur l'aspect de la personne déjà, avoir un certain nombre d'indications extrêmement précises sur la constitution. On a parlé des doshas, sur la constitution de chaque personne déjà, qui donne des informations sur sa constitution, donc sur ses faiblesses et sur ses potentialités. Et on a dit tout à l'heure aussi qu'on partageait les 5 éléments avec la nature, hein, c'est l'espace, l'air, l'eau, le feu et la terre. D'accord. À partir du moment où on parle de ça, on comprend que tout est constitué de ces 5 éléments. On a parlé des doshas, vata, pitta et kapha. Lorsque l'on prend le pouls, chaque doigt correspond à un des doshas. Un c'est vita, l'autre c'est vata, l'autre c'est kapha. Donc déjà, on peut savoir sur la nature du pouls, on prend le pouls en superficialité et profondément, on peut voir déjà sur la nature du pouls comment il est, s'il est bondissant, s'il est souple, s'il est fuyant, voilà, etc. Et à partir de là, déjà déterminer qu'est-ce qui, dans la constitution de la personne, le jour où on la voit, présente un aspect pathologique. Rien que ça. La prise de pouls simple, mais à la manière ayurvédique. Oui, parce que la prise de pouls telle que vous la montrez, on la prend aussi en médecine chinoise. Voilà. De toute façon, il y a des similitudes, hein, puisqu'il y a eu des échanges entre... Et en médecine tibétaine aussi. Voilà, il y a eu tout à fait. Toutes ces médecines se sont nourries l'une l'autre. D'ailleurs, il y a eu des maîtres bouddhistes qui étaient des médecins ayurvédiques, tels que Nagarjuna, qui est connu. C'est pour ça qu'on parle de médecine indo-tibétaine. Voilà, exactement. C'est la même, disons, sont des influences multiples et elles se sont enrichies les unes les autres. On retrouve un certain nombre de choses communes, mais avec des noms différents. Hein? On a le yin et le yang, et en pranayama, en sciences de la respiration, hein, on a aussi Ida et Pingala. Hein? Donc voilà, il y a des choses avec des noms différents. Mais en médecine indo-tibétaine, on parle aussi d'Ida et de Pingala. Hein? La médecine indo-tibétaine, que je connais un petit peu, on parle de cela. Hein? Voilà, donc... Tout à fait. Et donc il y a une base physique, hein, il y a une base intuitive, comme on a dit déjà, et puis il y a une base physique qui est basée sur des choses comment dirais-je, d'observation de la personne qu'on a en face de soi. Avant cette rencontre avec la médecine ayurvédique, est-ce que l'intuition était une chose importante pour vous en médecine en général? Ah oui, tout à fait. Ah, tout à fait. Déjà, l'intuition pour moi était importante dans la vie de tous les jours. Hein, puisqu'on a déjà, nous, chacun de nous a une certaine facilité intuitive, mais le plus souvent, on n'écoute pas son intuition. Voilà. C'est ça. On est loin de son corps. On perd le lien avec son corps, son esprit, son corps et avec le reste. C'est ça surtout. Hein. Donc cette intuition-là, elle se développe, elle se travaille, et avec les techniques de yoga, hein, elle s'amplifie. Et avec la médecine ayurvédique, elle s'amplifie aussi. Donc pour moi, l'intuition est extrêmement importante. Et puis, elle se complète par des constatations objectives, physiques, etc., qui renforcent l'intuition première. Vous savez que, en fait, les souvenirs que j'ai, les médecins de campagne, les vieux médecins, ils avaient une intuition étonnante. Je me souviens, quand j'étais jeune, j'avais vu un film qui s'appelait Mon oncle Benjamin, et il y avait un vieux médecin, à qui on devait venir porter des urines, d'une femme enceinte, je crois. Et le mari, en portant les urines, est tombé, et les urines sont tombées. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait pipi dans le tube de essai, dans le flacon. Il n'y avait pas de tube de essai à l'époque. Et il ramène ça pour le médecin. Et le médecin regarde les urines au soleil, il dit, mais non, ce ne sont pas les urines de ta femme. Non. Les urines de ta femme, c'est pas ça du tout. Mais en fait, bon, alors c'est vrai, l'observation, parce qu'on sait que l'observation en médecine ayurvédique est importante, hein, l'observation en médecine tibétaine aussi. Mais en plus de ça, il a fait jouer son intuition, parce que ça ne correspondait pas du tout à ce qu'il pouvait voir. Attendez, parce que les urines de femmes enceintes, on en a vu un petit peu. Mais là, c'était la révélation. Vous avez vu tout le tour que nous avons réussi à faire en peu de temps, là. Un peu de temps. Tour de force. Mais il faut pas, si jamais on se rencontre plus souvent, je ne sais pas ce que ça va donner, mais on va se rencontrer. On va le faire. J'espère bien, oui. On va le faire. L'Ayurveda, il y a encore à puiser dedans. Hein. Là, on a juste survolé. Hein. Je veux juste parler du pouls Vata, qui est un pouls que j'aime beaucoup, que j'ai appris à le ressentir, parce que c'est un pouls qui fait rire. Quand vous êtes triste, vous prenez le pouls Vata, vous êtes obligé de rire à un moment. On l'appelle le pouls bondissant. Il est comme ça, et finalement, il finit tellement par chatouiller le doigt que vous mourrez de rire après. Génial. Et ça remet de la bonne humeur dans la physiologie. Et c'est fait pour ça. Hein. Les Védias m'ont appris, quelqu'un est triste, vous lui prenez le pouls Vata, et vous allez
il se détend jusqu'à mourir de rire. Vous voyez, voici la médecine ayurvédique. Hein, le rire, regardez le rire de Philippe. Voilà, regardez le rire, voilà. Merci à vous deux d'être venus. Merci pour tous ces renseignements que vous avez donnés, qu'on a pu communiquer à nos amis de côté d'écran, et puis à une prochaine fois. Ouais, j'étais très heureux de pouvoir inviter un médecin, parce que c'est important que ça soit crédible, quand on parle de... Un médecin qui a fait plein de choses. Qui a fait plein de choses et qui connaît l'Ayurveda, plus toi qui connais aussi ces médines dites parallèles, mais je ne sais pas si c'est dites parallèles. Il y a quand même médecine parallèle. Différentes. Intégrative. On disait parallèle, après alternative. Et on s'est rendu compte quand même qu'il y a quelque chose, on parle de médecine intégrative. Intégrative, donc c'est le dernier mot, le mot de la fin. Merci beaucoup à vous deux et puis à une prochaine fois. Merci Marius, merci à Zouk TV, merci aux auditeurs, enfin pas aux auditeurs mais aux téléspectateurs, et merci à ma belle-mère qui est accro de Zouk TV. Je la salue parce qu'elle est vraiment friande des émissions de Zouk TV. Donc, merci. Je remercie aussi Philippe Dulac d'avoir permis de venir apporter ma contribution. La rencontre a été voulue par je ne sais pas qui, mais venant de très loin, parce que se rencontrer comme ça et puis dire un mot sur l'Ayurveda et puis on tombe sur la personne justement qui cherchait comment exprimer. Mais il y a l'expression quand tu es prêt, le maître se prépare. Le maître, mais je ne suis pas le maître. À bientôt. Mais l'instrument du maître. Oui. À bientôt. À bye bientôt. bye. Ouais.